nous sommes bien sur la question de la rupture avec le monde du travail, avec un premier sujet ou une première expérience pour des questions de contraintes de temps. Nous allons inverser par rapport au programme qui est sous vos yeux, nous allons un petit peu inverser les interventions et nous allons demander à Madame Aignon, qui est la directrice de l'œuvre Falleret, qui est le logo un petit peu sur la droite, puisque vous avez décidé de nous apporter un financement pour cette journée. Voilà. Je vous invite à prendre place, si vous voulez, et à nous parler de cette opération particulière, Bipol Falleret, que vous montez avec Bipol Initiative, qui représentera une deuxième intervention. Merci de votre accueil. C'est là qu'on passe les diapos. Oui, effectivement, c'est vrai que l'œuvre et la Fondation Falleret sont heureuses de pouvoir soutenir ces journées et venir vous présenter un projet qui n'est plus un projet vraiment, puisqu'il est en train de sortir de terre et qui s'appelle Bipol Falleret, et dont la vocation est le rétablissement au service du projet professionnel des personnes qui présentent un trouble bipolaire. Si nous avons décidé de soutenir ces journées, c'est aussi parce que notre fondateur, Jean-Pierre Falleret, qui est un brillant aliéniste, élève de Pinel et Esquirol, a été le médecin qui a découvert les troubles bipolaires au milieu du XIXe siècle. Vous voyez, c'était pas hier. Il a créé, à l'issue de cette découverte, l'œuvre Falleret en 1841. Et elle a été reconnue d'utilité publique en 1849. Donc elle a fêté l'année dernière ses 175 ans. On s'est rendu compte au fil du temps que le public que nous accueillons n'était pas évidemment constitué que de personnes qui avaient des troubles bipolaires, mais globalement des personnes qui avaient des troubles psychiques, beaucoup de personnes qui présentaient une schizophrénie et d'autres formes de pathologie, mais quand même on a à peu près 20% de personnes accompagnées qui sont des personnes qui ont des troubles bipolaires parmi les 3000 personnes accompagnées chaque année. Et finalement, ce que nous avons décidé de faire, puisque nous sommes implantés en région Île-de-France avec 33 dispositifs, c'est vraiment d'essayer de couvrir la palette des besoins des personnes qui avaient des troubles psychiques, que ce soit dans le champ de l'insertion, de l'accompagnement par l'activité économique, tous ces dispositifs qui finalement favorisent l'autonomie, c'est vraiment l'axe majeur, et ça vous expliquera pourquoi Bipol Falleret a été pensé. Ça a été pensé comme un dispositif qui est donc dédié pour la première fois à des personnes qui présentent une seule et unique pathologie, qui est les troubles bipolaires, et avec une ambition qui était d'accompagner ces personnes soit dans le maintien dans l'emploi, soit dans le retour à l'activité professionnelle. Ce choix, on l'a fait par conviction. C'est vrai que tout au long des années passées, le fait de côtoyer les personnes, de les entendre, de discuter, de débattre avec elles, nous a vraiment convaincus que ces personnes étaient tout à fait aptes à avoir un emploi, y compris un travail qualifié, et qu'en même temps, et en ayant débattu avec les soignants, on s'est aussi convaincus du fait que cette activité professionnelle, en général, était bonne pour le trouble de l'humeur, à la fois parce qu'il favorise bien sûr l'utilité sociale, l'estime de soi, le lien social, et puis, comme nous vous le rappellent très très souvent les personnes qu'on accompagne, parce que pour vivre aujourd'hui, il faut un petit peu de sous, donc c'est quand même très très bien. Bref, finalement, l'activité professionnelle est bonne pour la santé tout court. Et en même temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé la Fondation Falleret, qui a une activité militante à côté de l'œuvre Falleret, qui a une activité beaucoup plus concrète auprès des personnes, c'est ce constat finalement du fait que les maladies mentales font toujours peur, et en particulier aux employeurs, et que par conséquent, l'incompréhension qui est liée aux troubles psychiques ne favorise pas ni le projet professionnel, ni l'évolution professionnelle dans le poste, notamment à cause d'une faible empathie sur les troubles psychiques. Donc cette discrimination, on l'a mesurée là tout à fait récemment au mois de mars, et on voyait d'ailleurs il y avait un taux qui était assez intéressant qui montrait que finalement 73% des personnes qui sont en emploi considèrent que quelqu'un qui a un trouble psychique peut parfaitement bien travailler, mais en même temps, ces mêmes 73 personnes considèrent qu'en même temps, elles ne sont pas bien vues au travail, qu'elles sont souvent discriminées sur le plan professionnel, voire qu'elles sont plus facilement licenciées. Donc, c'est notre conviction finalement que les personnes avec troubles psychiques peuvent
être vraiment très, très porteuse de sens pour l'entreprise qui nous a conduit à créer ce projet Bipol Falleret. Bipol Falleret, on l'a pensé avec une double action. Une action d'abord sur la santé, sur la connaissance des troubles, à travers une dynamique qui est de redonner du pouvoir aux malades sur la maladie. Et on le fait, vous avez entendu parler beaucoup de réhabilitation psychosociale aujourd'hui, donc je ne vais pas y revenir, mais elle se fait sur un programme santé dont la vocation première est de comprendre la pathologie, savoir de quoi finalement ce que nous avons. Ensuite, d'identifier l'expression des symptômes personnels de chaque malade, puisqu'elle ne s'exprime pas toujours de la même façon. Et puis, d'apprendre à maîtriser ces troubles en vue du retour à l'emploi. Donc là, il y a une vraie dynamique qui déjà vient faire interaction entre les deux programmes, le programme santé et le programme emploi, puisque on essaye de travailler ce troisième temps de la santé, la maîtrise des symptômes, en même temps que se construit le projet professionnel. Et du coup, le projet professionnel, lui, qui va vous être développé par Philippe, qui va prendre la responsabilité de cette activité chez nous, est vraiment d'abord faire le point sur les compétences professionnelles et sur la carrière passée, d'identifier les aspirations pour valider également les choix professionnels et éventuellement envisager une réorientation professionnelle et accompagner chacun au développement d'une stratégie active de recherche d'emploi. Tout ça va se faire évidemment avec un lien fort avec les entreprises, puisque rien ne sert d'accompagner chacun vers un projet professionnel si les entreprises elles-mêmes ne sont pas comment dirais-je, accueillante et préparée finalement à un accompagnement adapté. Philippe, je te passe la parole. Philippe de Montfleury, qui est donc le directeur de l'association Bipol Initiative. Bonjour à tous. Donc je suis ici pour vous témoigner d'une expérience qui a été menée à Brest depuis août 2014. Une expérimentation de réinsertion socio-professionnelle pour des personnes porteuses de troubles de l'humeur et particulièrement bipolaires. Cette expérimentation a été financée par l'AGFIP, donc pour 80 personnes détentrices d'une RQTH et qui ont été intégrées progressivement au parcours sur 12 sessions d'intégration, mais particularité sur prescription médicale d'un psychiatre qui est bien connu en région Bretagne pour être le spécialiste de ces troubles, qui est le docteur Didier Papetta. Les objectifs visés par ce parcours de réinsertion, c'est le retour à l'activité, si possible professionnelle à plein temps, en milieu ordinaire du travail. Alors on comprend bien là que tout le monde n'est pas fait pour travailler à plein temps en milieu ordinaire du travail, et donc on peut imaginer tout le spectre du dégradé, et si le retour à l'activité professionnelle n'est pas possible, un retour déjà en activité associative, c'est déjà beaucoup. Voilà, une autre mission consistait à favoriser le maintien et le suivi en emploi des personnes. Certaines sont arrivées, avaient un emploi, mais avaient du mal à s'y maintenir. Voilà, un des objectifs du parcours, c'est également d'améliorer la qualité de vie des personnes. Voilà, et puis, c'est quelque chose qui ne nous était pas demandé au départ, mais on s'est rendu compte que c'était inévitable si on voulait rentrer dans le cadre d'un processus global d'accompagnement des malades, c'était également de prendre en compte les aidants. Alors c'était une expérimentation et nous avons essayé de faire quelque chose de différent en essayant aussi de prendre en compte ce qui ne marche pas dans le système actuel. Je ne vais pas m'y étendre, mais on ne peut pas dire que pour la réinsertion socio-professionnelle des personnes porteuses de troubles bipolaires, le système actuel soit totalement adéquat. Donc on a essayé de décloisonner les pratiques. On se rend compte que finalement, en France, on a une superposition de strates et d'organismes qui ont beaucoup de difficultés à se parler. La GFIP nous avait demandé de faire un accompagnement normé sur 25 heures. Nous sommes affranchis de cette norme. Nous pensons que pour réinsérer socio-professionnellement des personnes bipolaires, 25 heures, ça ne rime à rien. Il faut déjà se laisser le temps d'observer la personne évoluer et sur plusieurs cycles, puisque nous savons que c'est une maladie qui a des récurrences cycliques. Voilà, puis donc un dispositif global. Hein, le but était de monter un programme où on peut quasiment tout faire sous le même toit avec le même interlocuteur. Et toujours pareil, essayer d'éviter d'envoyer la personne faire la boule de flipper entre tel et tel et tel et tel organisme, sachant que la connaissance de la pathologie, voilà, chaque chose nouvelle
peut être anxiogène et donc peut être un facteur bloquant. Et donc nous avons fait quelque chose d'un peu original, mais finalement le Clubhouse a été précurseur dans ce domaine. Plutôt que de travailler dans un box que nous aurions loué chez Pôle emploi, nous avons pris un appartement duplex. C'est un T5 de 103 mètres carrés à Brest. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui est convivial et que déjà on n'avait pas de meilleure solution pour inciter les usagers à venir et revenir. Voilà. Donc au total, on en est à plus de 11 000 heures de présence dans cet appartement. Et on y sert les repas le midi, mais je pense que le Clubhouse fait ça aussi. Voilà, on en est à plus de 3 800 repas servis depuis octobre 2014. Alors l'avantage de l'appartement, c'est que c'est un lieu où les usagers peuvent venir pour rompre avec leur isolement. Ils peuvent même y trouver refuge. On a une capacité de couchage pour accueillir particulièrement une mère bipolaire et son fils qui serait en proie à des violences conjugales et qui aurait besoin de se mettre à l'abri le temps qu'on trouve une situation plus pérenne. Voilà. À l'appartement, on respecte un cadre de vie. Et donc, c'est une façon de permettre aux personnes de se resocialiser, de réapprendre les codes sociétaux. Quand j'en vois un qui vient en survêtement pas très propre à l'appartement, je me permets de lui dire que ce n'est pas dans ces conditions-là que je vais pouvoir le présenter à un entretien d'embauche. Voilà. Et puis, l'appartement est également un lieu de travail. Il y a une salle multimédia, ils ont leurs ordinateurs et ils y viennent avec des imprimantes en réseau pour rédiger leur CV, rédiger leur lettre de motivation. Et il n'y a pas un seul écrit qui sort de l'appartement sans que je ne l'ai visé. Voilà, donc le programme, je vous en ai parlé, il est conçu pour être mené avec une seule et même personne, un seul et même référent. Mais nous avons le psychiatre qui est en appui derrière avec une grande proximité et qui présente aussi l'avantage d'avoir une réaction médicale pour prévenir le cycle des rechutes qui est tout à fait bénéfique. Voilà. Comme il y a une promiscuité à l'appartement, le moindre variation d'humeur qui est liée pour telle et telle raison, un événement de vie, une mauvaise observance, on le voit tout de suite et le psychiatre est averti par SMS dans les 10 minutes qui suivent. Voilà. Alors nous avons essayé de monter un parcours également qui se situe à l'intersection des sphères de l'employabilité, du social et du sanitaire. Et on essaye de faire l'interface de tout ça, d'être le fil conducteur du parcours. Et les Québécois, qui sont quand même largement en avance sur nous, ont légiféré sur la notion d'intervenant pivot. C'est un peu dans ce cadre-là que nous voulons nous situer. Voilà. Alors ça nous permet d'être en contact avec Pôle emploi, avec la SAMET. La SAMET, c'est le pendant de Cap emploi. Ça dépend du réseau et Prométhée, et ils sont spécialisés dans le reclassement interne à l'entreprise des travailleurs handicapés. Voilà, on a une convention avec l'ADAPT, j'en reparlerai tout à l'heure, et puis également le centre de formation l'AFPA, qui est très utile pour les moins diplômés, sachant que les moins diplômés, c'est très peu de personnes. 49% des 80 usagers dont je suis en train de vous parler sont titulaires d'un diplôme entre Bac+2 et Bac+8. Donc il y a très peu de non-diplômés. Voilà, bon, les relations avec le milieu sanitaire, je vous en ai parlé, notre psychiatre référent, mais également maintenant tous les services psychiatriques de la ville de Brest nous connaissent et nous voient régulièrement parce que quand nos usagers sont hospitalisés pour une période plus ou moins longue, nous allons leur rendre visite, nous nous occupons de leur linge, nous leur apportons ordinateur, connexion Internet, etc., pour qu'il y ait le moins de ruptures possible. Voilà. Pour le social, nous sommes en relation avec les CDAS, CCAS, mais également des assistantes sociales de services plus ou moins sanitaires, celles de la CPAM et de la CARSAT. Alors, pardon pour cette diapositive, je ne sais pas comment vous la voyez, pas trop mal finalement. Donc le pointeur laser. Voilà finalement le programme tel qu'il est conçu et synthétisé sous la forme d'un tableau synoptique. Donc, la particularité, c'est bien que ça part de la file active des psychiatres hospitaliers ou libéraux de la ville de Brest, mais qui envoient systématiquement leurs patients au docteur Papetta, qui est le dernier filtre scientifique et qui me donne son feu vert pour démarrer l'accompagnement de ces personnes. Ça suppose qu'il y ait quand même un certain niveau de stabilisation, qu'il y ait un certain niveau de volontariat de la part des personnes, et puis ça suppose qu'il n'y ait pas d'erreur diagnostique. 3 phases pour ce parcours. La phase initiale, au cours de laquelle on invite les usagers à venir nous rejoindre à l'appartement et qui commence par une réunion plénière. Et là, on les regarde évoluer en groupe, on les fait réfléchir en groupe, on commence à leur demander de s'exprimer en groupe. Voilà. Et puis, derrière, il y aura très rapidement, dans les 2 jours qui suivent,
un entretien initial qui permet d'étudier la nature de la demande de la personne. Et pour voir où elle en est, c'est assez simple, un entretien d'1h30 à 2 heures permet de la situer sur la pyramide de Maslow et de voir le point de départ du parcours. La deuxième phase, c'est la phase d'élaboration de projet. Bon. Alors, les personnes ne savent pas toujours ce qu'elles veulent faire, mais c'est pas mal dans ce cas-là d'essayer de partir de ce qu'elles ne veulent plus faire. Et avec un certain nombre d'outils, dont des outils informatiques, on en arrive à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Dans ce cadre-là, donc toute cette phase-là, si la personne, si l'usager ou l'usagère sont mûrs pour avoir affaire à un autre interlocuteur, c'est une partie du programme qu'on externalise auprès de l'ADAPT sur ce qu'on appelle un parcours de préorientation spécifique. Alors ça a plein d'avantages, ce type de parcours, parce que l'ADAPT a compris que pour s'occuper de personnes handicapées psychiques, il ne fallait pas fonctionner par à-coups. Donc c'est pas possible chez Pôle emploi, par exemple, parce que le portefeuille des conseillers et conseillères en insertion professionnelle est tel qu'ils ne peuvent pas assurer un suivi de proximité et dans la durée. En revanche, le parcours à l'ADAPT, c'est 13 semaines consécutives, avec des stages, avec psychologue, avec conseiller en insertion professionnelle, un médecin sur place également, un informaticien, et donc ils ont compris qu'ils pouvaient se situer dans le prolongement de ce qu'on fait nous. Voilà. La troisième partie, la phase d'appui à la recherche d'emploi, elle est subdivisée en deux parties. Les parties savoir-faire spécifiques à l'emploi, CV, lettre de motivation, j'en parlais, mais également les parcours pour créer des entreprises, parce qu'il y en a qui sont entrepreneurs malgré tout, puisqu'ils sont créatifs. Bien. Et puis des entretiens conseils et des simulations d'entretien d'embauche. C'est pas le tout d'avoir donné son CV et sa lettre de motivation. Quand on reçoit un coup de téléphone, dire vous êtes attendu pour un entretien d'embauche, on imagine bien le caractère anxiogène de la nouvelle, et c'est bien de les y préparer, et on le fait une fois, on fait un débriefing, on refait une deuxième fois si c'est pas bon, et le tout avec des comptes rendus qui sont envoyés par mail pour qu'ils n'oublient rien, ils aient le temps de retravailler entre deux séances. Et pour l'instant, ça produit de très très bons effets, les simulations d'entretien d'embauche. Voilà. Puis la troisième partie, c'est appui sur les savoir-être. On sait que tout à l'heure, vous marquiez sur le paperboard procrastination. Donc on sait que les personnes porteuses de troubles bipolaires ont des problèmes décisionnels, des problèmes organisationnels, parfois des problèmes de communication, une estime de soi qui est un petit peu en faillite. Bon. Et donc c'est un travail de tous les jours pour réapprendre à s'organiser, à prendre des décisions, à communiquer. Et on va jusque dans la vie de famille pour essayer que les choses ne dérapent pas et les aider à faire des choix qui sont parfois plus rationnels que ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient fait tout seuls. Voilà. Et puis, on a quelques exercices de mise en situation au cours desquels on regroupe les usagers et on les fait réfléchir sur un sujet qui est assez long. Il y a un exercice qui dure 7 heures de suite, à caractère humanitaire. Et la dernière fois que ça a été joué à l'appartement, alors que j'ai joué cet exercice dans d'autres circonstances, c'est le meilleur exercice que j'ai jamais joué. Donc voilà, 15, 17 bipolaires entre eux, complémentaires, les uns du niveau de la conception, les autres du niveau de la réalisation et encore du niveau de la mise en œuvre, ont réussi à avoir une parfaite osmose entre eux et me produire un truc qui était vraiment formidable. J'en étais même ému au débriefing. Voilà. Bien évidemment, relais avec Pôle emploi en permanence, parce que par Pôle emploi, on a quand même un certain nombre de leviers pour les mises en formation, pour les financements des formations, pour les aides au permis de conduire, bon voilà. Qu'est-ce qu'on fait également? On accompagne les aidants. Alors ça, c'était moins formalisé dans la mission de départ, mais c'est incontournable, parce que, comme c'était dit tout à l'heure sur une autre intervention, les aidants sont souvent démunis et souvent, c'est ce que je constate moi, plus en souffrance que les aidés eux-mêmes. Et donc, les informer, leur donner du répit, les aider à concilier vie professionnelle et vie d'aidant sont des points qui nous paraissent très très importants, et donc on y travaille tous les jours, et les aidants ont libre accès à l'appartement au même titre que les aidés. On sensibilise également les entreprises et les organismes de formation. Voilà, quand on a un usager qui retrouve du travail ou qui est en difficulté dans son travail, on lui demande s'il est d'accord, parce qu'il ne le veut pas toujours peur de la stigmatisation. On lui demande s'il est d'accord pour qu'on rencontre son employeur pour le sensibiliser. Et souvent, il y en a qui sont d'accord, qui n'ont pas peur de faire valoir leur RQTH et dire pourquoi ils ont leur RQTH. Il y en a d'autres qui ne veulent absolument pas.
N'empêche qu'un entrepreneur, un employeur averti, en vaut deux, et ça permet même, au-delà des clés de lecture qu'on peut leur donner même quelques conseils managériaux, parce qu'il est évident que si on a affaire à un entrepreneur qui se comporte comme un rouleau compresseur avec mon usager, normalement l'affaire ne devrait pas durer très longtemps. Donc, essayez même de les inciter à avoir un style de management adapté à la personne qui est hyper réactive sur un plan émotionnel et qui est en face d'eux. Voilà, puis on sensibilise les institutions également. Toujours sur la pathologie, il ne faut pas croire que les personnes à la CPAM savent dans le détail ce que sont les troubles bipolaires. Donc ça leur fait du bien de temps en temps d'en entendre parler dans le détail. Et puis, on parlait des problèmes d'argent tout à l'heure. Les hôpitaux qui font toujours plus avec moins, nous c'est un peu pareil. Et donc c'est bien de dire aux institutions de temps en temps qu'on leur fait faire des économies par certaines initiatives. Et, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dire à la CPAM que l'action que nous menons, c'est finalement moins de nombre de jours d'indemnité journalière qu'ils ont à payer et moins de pension d'invalidité? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas expliquer à la CAF, et donc au conseil départemental, que finalement l'action que nous menons, c'est moins de RSA et moins d'AH? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas expliquer à l'ARS que finalement l'action que nous menons, de ce que nous en savons actuellement, casse par 2 le nombre de jours d'hospitalisation? On a fait une étude sur les nombres de jours d'hospitalisation cumulés sur les 5 années avant l'intégration au parcours, et puis ramené annuellement, on en était à 11,28 jours d'hospitalisation par usager. On en est à 5 maintenant. Bon, donc je ne peux pas m'empêcher de vous mettre sous les yeux le bilan provisoire des 59 personnes intégrées sur les 80 qui sont considérées sorties de parcours. Donc je vous le répète, sorties de parcours, ça ne veut pas dire que c'est strictement administratif pour la GFIP, ça ne veut pas dire qu'on les lâche, ces personnes-là. Elles reviennent à l'appartement quand elles veulent et elles continuent à venir d'ailleurs, pour des raisons qui sont assez simples. Bon, voilà, donc on a un taux de 52% de retour à l'activité. 52%. Voilà, donc quand même pas mal de personnes nous demandent comment on fait. Comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, donc c'est en raison de la réussite de cette expérimentation que nous nous sommes rapprochés de l'œuvre Falleret et que nous nous attachons très dur à dupliquer cette expérience brestoise en Île-de-France, et ce sera à Saint-Ouen pour les délais, vous savez, la gestation de projet, quelque chose qui peut être très très long, et a priori janvier. Voilà. Merci. Merci Philippe. On posera les questions globalement à la fin de cette séquence. J'invite le docteur Bernard Pachou, qui est psychiatre, professeur de psychopathologie et qui travaille en coopération avec une équipe de recherche avec le Québec sur justement le thème de l'intégration professionnelle. Voilà. Merci. Merci de votre invitation. Et donc je vais jouer ce rôle du chercheur pour faire un peu part des résultats de recherche. D'abord des résultats les plus marquants qui apparaissent dans une littérature assez abondante au plan international sur cette question. Quelles sont les meilleures pratiques? Quelles sont les réelles possibilités de réinsertion? On va voir qu'elles sont importantes pour plus de la moitié des personnes. Et puis ensuite, j'évoquerai les recherches menées en France. Alors, sur ces nouvelles pratiques. Quand on étudie, beaucoup de recherches se sont initialement posé la question des déterminants, des facteurs qui conditionnent la capacité d'accéder au travail avec des troubles psychiques. Alors, ce n'est pas des études portant spécifiquement sur les troubles bipolaires, c'est en général avec des troubles psychiques chroniques. Bien sûr, il y a des facteurs psychopathologiques, des facteurs cognitifs également, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qui moi, m'a frappé en tant que clinicien, parce qu'au fond, on pense initialement que c'est ça qui fait principalement obstacle au travail. En réalité, on est surpris quand on regarde des études qui mesurent assez précisément le lien de corrélation, que notamment les symptômes résiduels
ne sont pas forcément un obstacle majeur. Ça explique en partie, mais assez faiblement, les capacités de travail. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, positifs ou négatifs, qui vont aussi jouer un rôle dans les capacités d'insertion. La cognition, la capacité aussi, ce qu'on appelle la métacognition, la conscience de ses capacités ou de ses limites et des façons de les contourner ou de les surmonter, c'est un facteur important. La cognition sociale, c'est-à-dire les capacités relationnelles, puisque la plupart des activités sont des activités collectives, c'est des choses importantes. Et tout ça, souvent, on le regarde sous l'angle, j'allais dire, négatif. On essaye de voir s'il y a un déficit qu'on pourra essayer de compenser par des techniques, d'ailleurs assez aujourd'hui disponibles et efficaces de remédiation cognitive. Mais souvent, ce qu'on sait moins bien évaluer et qui est aussi très important, c'est des facteurs personnels, on pourrait dire positifs. Par exemple, la motivation. Il y a des personnes qui ont des tas d'obstacles, ont des symptômes résiduels, ne sont pas complètement stabilisés, mais sont tellement motivés que souvent, ce facteur positif compense et permet, alors qu'au départ on était sceptique sur les capacités d'insertion, permet des capacités d'insertion. Le sentiment d'efficacité à justement surmonter certains obstacles, faire face aux challenges du monde du travail, aux tâches requises, c'est aussi des choses qu'on peut mesurer précisément et qui sont des facteurs importants. Mais au fond, ce qui apparaît, c'est qu'il y a de nombreux facteurs qui vont conditionner les capacités de travail et finalement, la prédictibilité, elle est quasiment impossible. Finalement, la meilleure façon de savoir si la personne peut s'adapter, c'est d'être en situation de travail et souvent, on a des surprises. Ça, c'est ce qui se dégage de la recherche, mais encore plus de la pratique quotidienne. Des personnes pour qui on pourrait douter de leur capacité, eh bien, finalement, pour des raisons personnelles, elles surmontent ces difficultés et elles s'adaptent en nous surprenant. Et puis, dans d'autres situations, on pense que ça va être facile et pour des raisons d'autre nature, la personne ne sait pas exactement ce qu'elle attend, etc. Ça s'avère plus compliqué qu'on l'imaginait. Voilà, là j'ai évoqué uniquement les facteurs personnels. Maintenant, il faut dire un mot des facteurs externes. Et quand on est clinicien, souvent on est moins attentif à cette dimension. Et je voudrais insister sur le fait que peut-être que le résultat le plus marquant des travaux de recherche, c'est d'insister sur le poids considérable du rôle de l'environnement. Pour l'ensemble des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais c'est encore, je viens de reparcourir un certain nombre d'articles récents sur le retour à l'emploi des personnes ayant des troubles bipolaires. Beaucoup de travaux insistent sur l'importance du soutien social comme un des facteurs à la fois dont ces personnes ont particulièrement besoin et qui est particulièrement défaillant ou manquant pour ces personnes. Et le soutien social, c'est une notion un peu large, il y a plusieurs aspects. Bien, c'est déjà le soutien de proximité par l'entourage, par la famille, par les proches, qui peut être extrêmement précieux lorsque ce soutien est encourageant, mais parfois il peut aussi faire obstacle lorsque, par exemple, il y a des doutes sur la pertinence du projet, sur les risques liés au monde du travail, au stress, à la fatigue au travail, etc. Et ça peut faire obstacle. Donc l'environnement, le discours de l'environnement compte beaucoup. Ensuite, et c'est surtout de cela que je vais parler, un facteur absolument majeur, c'est les modalités d'accompagnement, le type de soutien professionnel qui est accompagné d'une part à la réinsertion et ensuite au maintien dans l'emploi. Donc on vient d'avoir un exemple de ce genre de pratique. Et puis plus récemment, des recherches se développent au sein même des entreprises sur les aménagements de postes, les accommodements de travail, disent nos collègues québécois, notamment les soutiens humains par des collègues par le collectif de travail, mais éventuellement par des intervenants spécialisés qui peuvent aider au maintien dans l'emploi. Je vais passer ça parce que je vois que le temps passe. Et je vais donc insister sur une pratique qui est aujourd'hui, qui se dégage comme une pratique dite de référence, parce qu'elle s'avère nettement plus efficace, à la fois pour accéder à l'emploi et pour maintenir dans l'emploi. C'est ce fameux modèle dit de l'emploi accompagné. Alors pour le situer, on peut dire que pour les personnes qui ont des
problèmes de santé mentale, il y a 3 principales approches pour favoriser l'insertion. Le modèle traditionnel dans le cas du handicap, de l'emploi protégé, qui existe partout et qui a partout le même inconvénient, c'est que bien qu'il y a des passerelles prévues et même encouragées pour passer du milieu protégé au milieu ordinaire, ces passerelles fonctionnent mal et finalement les personnes ont de la peine à, une fois qu'elles se sont installées, voire qu'elles se plaisent elles-mêmes, ne souhaitent pas quitter le milieu protégé et donc elles se trouvent à la fois bien mais d'une certaine manière un peu piégées dans ce milieu. Le modèle traditionnel, c'est un modèle qui paraît très rationnel, d'accompagnement progressif où on fait une évaluation, une formation, des mises en situation, des stages. La difficulté de ce modèle qui fait intervenir une pluralité d'intervenants, c'est justement la coordination de ces intervenants, donc c'est la continuité du suivi. Et souvent, dans ce modèle tel qu'il est développé ailleurs, mais aussi en France, c'est de cette multiplicité d'intervenants, on ne voit pas toujours bien clairement se dégager qui est le référent, sur qui la personne peut vraiment compter, parce qu'à chaque prestation, elle a affaire à des personnes différentes qui sont expertes dans leur domaine, mais au fond, bon. Alors le modèle alternatif dont on parle aujourd'hui beaucoup, et qui est d'actualité puisque les pouvoirs publics, dans le cadre de la récente loi travail, viennent de chercher à promouvoir ce modèle qui se répand dans beaucoup de pays, c'est le modèle de l'emploi accompagné qui adopte une stratégie presque inverse justement de ce modèle progressif. Le modèle de l'emploi accompagné consiste à dire toute cette préparation, elle est longue, elle est compliquée à mettre en œuvre et finalement elle ne garantit pas l'accès à l'emploi. La stratégie est donc pour ainsi dire, de sauter cette étape préparatoire et de mettre l'accent sur l'accompagnement. Enfin, une fois que la personne a, on pourrait dire, en aval de l'accès à l'emploi, l'idée est d'aider la personne à trouver rapidement un emploi en ayant assez peu de cette phase préparatoire, mais en revanche en développant, en mettant l'effort sur un accompagnement qui va l'aider à prendre le poste et à se maintenir dans cet emploi. Accompagnement qui, en principe, n'est pas limité dans la durée. Alors, je dis en principe parce qu'après, selon les contextes, c'est plus ou moins réalisable, mais dans l'esprit, c'est important que la personne, elle sache qu'elle peut compter sur ce soutien. Donc, pour caractériser ce modèle, il y a un slogan anglais qui a résumé l'esprit en disant la procédure traditionnelle, c'était de préparer les personnes puis de les placer, train and place. Et donc cette nouvelle pratique, c'est de renverser la stratégie, de placer rapidement et ensuite de soutenir pour que ça puisse tenir et d'aider la personne à progresser. Donc ça s'appelle le modèle place and train, on place rapidement et on soutient ensuite. Et le succès que rencontre ce modèle vient de son efficacité qui a, dès qu'il a été essayé, initialement avec le handicap psychique, avec le handicap mental, a frappé par son efficacité qui était systématiquement supérieure, au moins 2 fois supérieure aux pratiques traditionnelles. Ça a été utilisé pour différents types de handicap et depuis une vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons pour le handicap psychique, avec un taux d'insertion moyen de plus de 50%. Ça, c'est une série d'études, 22 études comparatives entre la pratique traditionnelle et ce nouveau modèle qui mesure le taux d'accès à l'emploi après 12 mois d'accompagnement. Et vous voyez que les barres noires sont systématiquement le double ou plus que les barres rouges liées à la pratique traditionnelle. Donc, et cela a été répliqué dans vraiment la plupart des pays développés. Donc, initialement, dans les années 90, c'était beaucoup aux États-Unis, mais il y a eu plusieurs études en Europe, en Asie, Hong Kong, au Japon, Singapour, etc. Partout, on obtient des résultats assez comparables avec un net avantage pour cette nouvelle pratique, qui aujourd'hui donc est recommandée comme ce qu'on appelle une pratique fondée sur des preuves. C'est une pratique qui a fait preuve de la supériorité de son efficacité. Alors, je ne vais pas
cette pratique commence à se mettre en œuvre en France. Il y a différentes manières de mettre en œuvre cette pratique. Pour les comparaisons, pour les nécessités de la recherche, il y a un modèle de référence qui est le fameux modèle IPS, qui a un intérêt, c'est justement de laisser une grande latitude dans la façon de mettre en œuvre cette pratique, mais en donnant quelques orientations, en définissant des principes de référence qu'on ne peut pas forcément remplir à 100%, mais qui doivent inspirer la philosophie de cette pratique. Alors je rappelle, puis vous connaissez peut-être ces fameux 7 ou 8 principes, enfin, traditionnellement 7, puis ils en ont rajouté un 8e, lié pour définir cette pratique. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas une méthodologie rigide. Hein, tout repose sur le travail d'une personne que vous avez appelé le référent pivot. Ce terme a été employé. Les anglo-saxons disent parfois le job coach. Aujourd'hui, on dit plutôt le conseiller en emploi. Même les Américains disent employment specialist. Le conseiller en emploi, donc là, il n'y a pas une pluralité d'intervenants. Il y a un intervenant auquel la personne a affaire. C'est sur cette personne qu'elle va pouvoir compter, enfin que la personne accompagnée peut compter. Cette personne assure la demande, une prise de contact, une certaine évaluation informelle et rapide, et ensuite la recherche d'emploi, l'accompagnement à la prise de poste et un accompagnement dans la durée. Et donc, l'idée, c'est que c'est un accompagnement, on pourrait dire, sur mesure. Et pour ça, il faut que l'accompagnant, que le conseiller en emploi, ait une assez grande latitude pour s'organiser, pour adapter le soutien aux besoins spécifiques de la personne. Alors, les principes assez généraux qui orientent cette pratique, certains paraissent évidents vu le modèle que je viens d'évoquer, et puis d'autres peuvent être un peu surprenants. Par exemple, le premier, qui est un principe éthique qu'il est difficile de satisfaire à 100%, mais qui donne l'esprit, en anglais ils disent zero exclusion, pas de sélection, tout le monde a le droit d'essayer, même quelqu'un qui ne va pas bien. Donc il n'y a pas alors en pratique, il n'y a pas justement tout un bilan d'employabilité préalable. La chose qui est vérifiée, c'est que la personne souhaite vraiment rapidement accéder à l'emploi. Ce qui est visé, c'est l'emploi en milieu ordinaire. La recherche d'emploi débute assez rapidement, en général dans le mois qui suit. Encore une fois, c'est des principes. Certains s'en écartent un peu, certains prennent plus de temps pour préparer un petit peu, mais pas trop. Des fois, ils prennent 2 mois, 3 mois, etc. Si on s'écarte trop, alors c'est une autre approche qui s'inspire plus de ce modèle. Un point important, c'est que ce conseiller, ce n'est pas un clinicien, ce n'est pas un psychologue, c'est plutôt quelqu'un du monde du travail, parce qu'il est important, justement, c'est lui qui va négocier avec l'employeur l'adaptation du poste. Il faut qu'il connaisse bien les attentes de l'employeur pour aider la personne à satisfaire à ses attentes. Donc c'est plutôt quelqu'un du monde du travail. Et il est important qu'il soit bien coordonné avec l'équipe soignante, parce que s'il y a une rechute, des difficultés sur le plan psychopathologique, il n'est pas du tout compétent, ce n'est pas son rôle, et il faut qu'il soit coordonné. Donc à la fois, il travaille finalement seul dans cette relation étroite avec la personne accompagnée, mais pour reprendre l'expression, il joue ce rôle de référent pivot, de coordinateur de parcours, puisqu'il est en lien avec le monde du travail, avec l'employeur, avec le supérieur immédiat ou le collectif de travail. Il est en lien avec l'équipe soignante, il est en lien avec des intervenants sociaux pour le logement, pour d'autres facteurs. Voilà un petit peu l'esprit. Alors, je vois que l'heure passe. Ça, c'est Alors, un mot sur les pratiques d'évaluation de cette pratique, de ce modèle. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un modèle effectivement très souple, c'est peut-être un des leviers d'efficacité, c'est la liberté, la latitude qui est donnée à l'accompagnant de trouver la manière de façon inventive de répondre aux attentes et aux difficultés spécifiques de la personne. Par contre, ce qui est évalué, c'est les résultats. Sur des critères assez précis en termes d'accès à l'emploi, à 6, 12, 18 mois, et ensuite en termes de maintien, il y a un certain nombre de paramètres. Alors ça, c'est
Pour caractériser les dispositifs, comme il y a plein de manières de les mettre en œuvre, on peut s'appuyer sur une échelle qui évalue le degré de satisfaction des principes du modèle IPS que je viens d'évoquer. Et puis on peut enrichir cette échelle d'évaluation par d'autres paramètres importants qui se sont démontrés des paramètres prédictifs de l'efficacité de la pratique, du taux d'accès à l'emploi. Par exemple, le nombre de personnes qui est accompagné, le portefeuille de personnes accompagnées de façon intensive par le conseiller. Dans le modèle IPS, c'est 20 personnes. Donc, certains ont un peu plus, certains ont un petit peu moins. C'est un facteur important. Un autre facteur qui s'est révélé prédictif du taux de réussite, de succès, c'est le fait que l'accompagnant, il intervienne non pas dans des locaux de l'institution, mais il intervienne sur le lieu même de travail, dans un suivi de proximité, donc le temps passé à l'extérieur du bureau, soit dans l'accompagnement vers l'emploi, le démarchage des entreprises, soit au sein même de l'entreprise, une fois que la personne y travaille, pour aider à dépasser les difficultés. Ok, je vais m'arrêter sur... alors, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, peut-être donner les résultats. J'annonce ce modèle. La question, c'est est-ce que ça existe déjà? Qu'en est-il en France? Alors, avec quelques collègues, on a développé une évaluation des pratiques expérimentales dans ce domaine. Dans la région Rhône-Alpes, plusieurs structures liées à l'association Messidor ont commencé depuis 3 ans, 2 ans ou 1 an. Sur Paris, il y a 2 petites structures qui ont commencé. Vous voyez, en Bretagne, Passage Pro à Beauvais, à Rochefort. Ça, c'est une autre étude. Il y a une équipe qui fait ça depuis assez longtemps sous un autre nom à Strasbourg, le CIMOT. Et alors, juste quelques commentaires sur l'évaluation des résultats. Alors, c'est vraiment provisoire, ça vient juste de se mettre en place. Mais ce qui est assez satisfaisant, c'est qu'on a des taux d'accès à l'emploi qui sont assez proches de ceux qu'on trouve dans la littérature. Vous voyez, le taux d'insertion à 12 mois pour les structures de Messidor est de 50%. À Marseille, la Working First, c'est encore mieux, mais c'est des gens qui suivaient depuis plus longtemps. En région parisienne, 37%, à Grenoble, 46%. Donc, vous voyez, les taux d'accès à l'emploi à 12 mois qui sont satisfaisants, parce que c'est pas facile avec ce public. Et le taux de maintien, alors souvent, comme il y a peu de préparation, les personnes ont de la peine à rester longtemps dans le premier emploi. Néanmoins, vous voyez un taux de maintien à 6 mois qui est entre 33 et 50%, c'est plutôt mieux, enfin c'est à peu près les résultats internationaux. Et à 1 an, par contre, là c'est rare que les personnes gardent plus d'1 an le premier emploi. Mais c'est pas très grave puisque le suivi est pérenne, et donc si elles souhaitent poursuivre, elles cherchent un deuxième emploi qui souvent tient plus longtemps. Voilà, je m'arrête là. Merci docteur. Si. Bacta Lavo vient de Cap Emploi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bacta Lavo, je suis responsable adjointe du Cap Emploi de Paris. Je vais vous présenter très rapidement l'offre de service qui est proposée. Le temps imparti m'impose de vous proposer une synthèse des éléments qui sont là présentés sur le diaporama que j'avais mis à disposition. Alors, le Cap Emploi est porté par une association, nous sommes l'association UNIR 75. Nous avons une convention qui est financée par l'AGFIP et le FIPHFP et Pôle emploi, donc 3 financeurs. Une convention qui est conditionnée donc à l'atteinte de résultats en termes d'entrée en emploi et d'entrée en formation. Donc une convention d'objectifs avec obligation de résultats. Nous avons une mission de service public donc pour l'emploi. Et nous avons 2 publics. Nous nous adressons aux personnes bénéficiaires de la RQTH, du titre administratif délivré par la MDPH de Paris et orienté en milieu ordinaire de travail. Il faut donc avoir un titre en cours de validité pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement par notre service. Le deuxième public, eh bien, ce sont les entreprises. Les entreprises, nous avons une mission à dimension de sensibilisation, d'information concernant le public en situation de handicap et une mission d'appui au recrutement et à la mobilisation des différentes aides et mesures auxquelles elles sont éligibles.
Nous accompagnons les Parisiens, puisque nous sommes sur ce département. Il y a un Cap Emploi par département sur le territoire national, avec, en fonction de l'importance de certains départements, 2-3 équipes qui se répartissent l'accueil sur certaines communes. Paris, nous avons un seul et même site qui est situé dans le 19e, près de la mairie, des Buttes-Chaumont, pour vous donner un ordre d'idée. Et nous avons effectivement une équipe avec une organisation. Alors, l'offre de service Cap Emploi est la même sur tout le territoire, c'est la même offre de service qui est déclinée à destination des personnes et des entreprises, mais il peut y avoir sur certains départements des spécificités organisationnelles. La nôtre sur Paris, c'est que nous avons une organisation sectorielle, puisque nous avons des conseillers qui ont la spécialité, une expertise en fait sur plusieurs secteurs d'activité, privés et fonction publique, ce qui permet de recevoir les personnes qui ont un projet qui concerne un secteur spécifique et de mettre à leur disposition toute l'expertise du conseiller concernant le bassin d'emploi, les métiers, les exigences des entreprises du secteur concerné. Nous accompagnons en moyenne 3000 personnes avec une majorité d'hommes et un public en moyenne âgé de plus de 40 ans, voire de plus de 45 ans. Voilà. Vous avez quelques données supplémentaires, je vais vous laisser le temps d'en prendre connaissance. Notre offre de service aujourd'hui est structurée en 4 grandes étapes. L'étape de diagnostic, qui est la première étape. Nous accueillons les personnes, nous faisons le point sur leurs besoins. Nous essayons effectivement de les situer par rapport à l'emploi. Toutes n'ont pas le même parcours et il peut y avoir des personnes effectivement qui se présentent avec une très longue période d'inactivité, des personnes qui se présentent en étant tout juste sorties de formation. Suite à cette étape de diagnostic que nous appelons dans notre jargon de diagnostic, qui est un peu effectivement l'évaluation de l'employabilité, on reste sur une méthodologie d'accompagnement un peu traditionnelle, c'est vrai, et en fonction des conclusions de cette première étape, puisque toutes les personnes ne poursuivront pas sur les étapes suivantes, les personnes qui effectivement doivent dans un premier temps, concentrer leurs efforts sur des soins ou sur la résolution de problématiques périphériques qui peuvent être d'ordre social, d'ordre financier, auquel cas, ces personnes, nous leur proposons un relais spécifique lorsqu'il existe, un relais que nous n'imposons pas, encore une fois, que nous proposons, dont se saisit ou pas ensuite la personne. Pour les personnes qui poursuivent avec nous, c'est souvent sur l'étape de projet professionnel, que la personne ait un projet défini ou pas du tout. L'objectif, c'est effectivement de valider avec elle un projet qui soit en adéquation avec sa situation de santé, bien sûr, mais aussi en lien avec les réalités du marché du travail, en lien et en adéquation avec son niveau et ses capacités globales, générales. À l'issue de cette étape de projet et de validation de projet professionnel, nous avons en fonction des besoins, une étape de formation qui peut se traduire par de la remise à niveau, de la formation spécifique sur une thématique bien précise ou vraiment de la formation qualifiante pour les reconversions, par exemple, qui peut aussi se faire sur le mode de l'alternance, puisque nous accompagnons aussi spécifiquement sur ce type de parcours. La dernière étape, l'avant-dernière étape, c'est l'étape d'appui à la recherche active d'emploi, qui est bien sûr conditionné par le projet qui aura été validé et l'état du marché du travail à ce moment-là, les besoins sur le secteur d'activité visé, les exigences du secteur d'activité visé. Et nous accompagnons sur cette étape jusqu'à cette toute dernière étape que je considère un peu comme une 5e étape, qui est la prise de poste, puisque nous accompagnons les personnes qui le souhaitent jusqu'à la validation de leur période d'essai lorsqu'elles ont été recrutées. La période d'essai étant une période qui est aussi très importante d'accompagner pour vraiment la sécurisation de l'entrée en entreprise sur la partie effectivement adéquation poste-santé, environnement de travail, et pour mobiliser toutes les aides et mesures qui seraient nécessaires en termes d'aménagement, par exemple. Voilà. Que rajouter d'autre très rapidement pour ce qui concerne le public en situation de handicap psychique,
Mon constat aujourd'hui d'expérience, c'est effectivement de pouvoir ajuster cet accompagnement traditionnel, de pouvoir le moduler en fonction des besoins en termes de rythme de la personne. Il s'agit de prendre en compte le mode de fonctionnement et je dirais tous les éléments qui doivent être identifiés, c'est une des premières étapes de travail, et qui sont à dimension soit de facilitateur, soit d'éléments qui peuvent être bloquants, qui peuvent être personnels, ils peuvent être externes et environnementaux. Et c'est vraiment le repérage, la clarification de l'ensemble de ces éléments, tout comme la clarification vraiment des souhaits, des objectifs de la personne, qui détermineront ensuite la construction des étapes qui suivront, mais qui se fait sur un mode de co-construction forcément, et qui nécessite réactivité, disponibilité, et je dirais bienveillance et écoute. Ça passe forcément par l'écoute, tout ce que je vous explique évidemment, mais une écoute qui doit être à la fois très respectueuse mais dynamique, puisqu'il faut être en réponse, en proposition d'actions concrètes. Et là-dessus, il s'agit de conseiller, proposer, soumettre toujours avec des explications et pour discussion, de manière à ce que ce soit que toutes les actions qui auront été conseillées, proposées et identifiées comme étant des solutions intéressantes, qu'elles soient co-validées. L'adhésion de la personne est fondamentale, indispensable. Que rajouter d'autre? Je dirais qu'un élément très très important et qui facilite énormément l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, et notamment celles ayant un trouble bipolaire, c'est la connaissance de soi. J'ai un exemple en tête et la personne est dans la salle. Et effectivement, une maîtrise de l'ensemble des manifestations, des répercussions de la maladie est une base essentielle qui va servir justement pour la co-construction tout au long de l'accompagnement. Voilà. Merci. Merci à vous, Madame Lavaux. Alors, voilà. Jean-Philippe Gavrois, vous êtes directeur du Clubhouse Paris. Ça sert à quoi, un Clubhouse? Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, on est venu à deux, donc on va vous présenter à deux voix ce que c'est que le Clubhouse. Donc, je vais commencer en essayant d'être le plus bref possible et le plus clair possible. Et puis après, je passerai la parole à Olivier, qui est membre du Clubhouse et qui vous parlera un peu de son parcours et de son vécu et de son témoignage. Voilà. Alors, le Clubhouse n'est pas un lieu où on joue au golf ou au tennis, quoique on pourrait, si les membres souhaitaient le faire, on pourrait développer ce projet. Mais en tout cas, c'est pas a priori fait pour ça. En revanche, ça donne un peu l'esprit. Voilà, l'esprit, c'est on est un club avec des personnes qui viennent et qui sont des membres. Donc, on parle de membres du club et le club leur appartient. Voilà, et on fait les choses ensemble et voilà, c'est ça pour donner un peu l'esprit. En fait, on est une association qui a été créée en France il y a environ 6 ans et demi et qui a ouvert un premier lieu il y a maintenant 5 ans et demi, avec l'idée d'adapter et de mettre en place en France une approche qui existe à l'international dans d'autres pays depuis bien longtemps. Pour vous ayez une idée, il y a 350 clubhouse dans plus d'une trentaine de pays. Ça s'est beaucoup développé évidemment aux États-Unis, Canada, Europe du Nord, mais aussi dans le continent africain et asiatique. Voilà. Et la France est arrivée, donc, comme je vous disais, il y a un peu plus de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Clubhouse? L'idée, c'est d'être des lieux d'entraide et des lieux d'accompagnement pour aider les personnes petit à petit à se réinsérer. Donc, on a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est aider les personnes à sortir de l'isolement. Voilà, c'est pas à vous que je vais apprendre que quand on est concerné par la maladie et un trouble bipolaire, il y a le risque de s'isoler. Deuxièmement, accompagner la personne dans sa réinsertion sociale et professionnelle. Le but, c'est le rétablissement. Mais parfois, le rétablissement passe par le fait de reprendre un emploi. Et c'est parfois même très important. Et puis, le troisième objectif, c'est de changer les regards, déstigmatiser, changer les regards, et en particulier dans le monde professionnel. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va s'appuyer sur des valeurs et une manière de faire qui inclut, bien sûr, la bienveillance, le respect,
L'empowerment dont vous avez parlé tout à l'heure, donc j'y reviens pas, mais c'est vraiment la personne est actrice de son rétablissement, et c'est surtout pas nous ou d'autres qui doivent décider pour elle ce qui est bon pour elle, ou ce qu'elle veut faire, ou son rythme d'avancement. Et puis la paire aidance, ça c'est essentiel, et Olivier aussi pourra l'illustrer. L'idée, c'est que les personnes puissent être leurs meilleures amies elles-mêmes et le meilleur ami de l'autre. Voilà, l'aide entre pairs qui, bien sûr, est très riche. Alors, on s'appuie sur 4 activités. Je vais essayer d'aller vite. La première activité, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on appelle la cogestion. C'est-à-dire que le lieu du Clubhouse, il est géré à 100% entre les membres et l'équipe salariée. Et on fait les choses ensemble. Il n'y a rien qu'on fasse que les salariés ou pas. Et si on le faisait, ça serait une erreur. Donc, voilà, on tient la boutique ensemble, comme on aime dire. Que ça aille de la préparation du repas, l'accueil, le téléphone, les mails, l'entretien des locaux, mais aussi la communication, les statistiques, la comptabilité, le recrutement. Moi, je recrute, quand on recrute quelqu'un dans l'équipe, on le fait toujours ensemble et les membres ont leur mot à dire et ils sont décisionnaires sur les CV, sur l'entretien, sur le choix de la personne. Voilà, donc on gère ensemble. Et ça a plein de vertus. La première vertu, c'est premièrement le fait que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice, même si quand la personne arrive, elle va plus ou moins bien, plus ou moins stabilisée, et peut-être qu'elle peut faire qu'un truc, mais cette chose-là, ça va aider tout le collectif. Le deuxième avantage, c'est qu'on va redécouvrir des compétences, on va les mettre en œuvre, on va les mettre au service, et quand on repart à la fin de la journée, on a été utile, on a travaillé avec d'autres, on s'est frotté à tout ça, on a avancé, on a appris des choses aux autres. Voilà, donc la force de la paire aidance est essentielle. Et mine de rien, moi qui ai travaillé 20 ans en entreprise, on voit que cette capacité à travailler avec les autres, à agir avec les autres, à résoudre les conflits, à essayer de les régler, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles dans tout collectif et en particulier dans le collectif du travail. Donc ça, c'est très important. Donc cogestion. Deuxième activité, c'est le suivi individuel. Chaque membre qui vient au Clubhouse choisit un salarié qui va être son référent. Et ce salarié va l'accompagner dans son projet. Et l'avantage, c'est que c'est la même personne qui l'accompagne dans son projet qui vit avec lui la cogestion et qui le voit agir au jour le jour. Et qui donc peut l'aider à être très réaliste, à prendre conscience de compétences que la personne ne pense pas. Voilà, je vous donne juste un exemple. Je le dis souvent, mais il est assez bien. Et c'est un membre qui est arrivé au Clubhouse en disant « J'aimerais bien être agent d'accueil dans un musée ». Voilà. Et bien, premier réflexe de son salarié référent, c'est de dire « Bon, ben, c'est étonnant parce que quand tu viens au Clubhouse, tu t'inscris jamais à l'accueil ou tu t'inscris jamais pour la réponse au téléphone. Est-ce que ça veut dire que c'est pas vraiment ton projet ou que on peut t'aider à développer ça ou est-ce que tu en as vraiment envie, tu n'oses pas ?» Voilà. Donc, vous voyez, le fait de mettre en parallèle le projet, la définition du projet et ce qui se passe dans la vie courante au jour le jour, c'est très riche et ça permet de reprendre confiance. Et puis, même les autres membres vont dire à un membre « Tiens, tu sais pas quoi faire, mais quand on te voit au Clubhouse, tu t'occupes du repas, eh ben, tu orchestres ça très bien. Il n'y a pas quelque chose là qui serait intéressant à développer du côté professionnel. » Vous voyez comment ça fonctionne. Le troisième activité, c'est on gère ensemble les partenaires. On essaye d'être le plus ouvert possible sur l'extérieur. Donc, on est en lien avec, bien sûr, d'autres associations, avec bien sûr, les professionnels de la santé. On est un lieu non médicalisé. Il n'y a pas de médecin. On se débrouille entre adultes, je veux dire. Mais et les membres qui viennent disent les médecins, on sait où les trouver. Très bien, super. Parfois, ils doivent y retourner. Mais voilà. En revanche, on est en lien avec les médecins. On est aussi en lien avec les experts de l'insertion, Cap Emploi, qui était là tout à l'heure, la MDPH, des bilans de compétences. Voilà, on est en lien. Et l'idée, c'est d'orienter aussi les membres, de les accompagner si nécessaire, pour faire appel à toutes ces expertises. Et puis, on est en lien aussi avec les entreprises. Il y a en moyenne une entreprise par semaine qui vient au Clubhouse et avec qui, donc, on fait des rencontres. Et quand on fait des rencontres, eh bien, il se passe des choses. Parce que du coup, on apprend à connaître l'autre, on apprend à ne plus avoir peur de l'autre et on apprend à peut-être avoir envie de travailler avec l'autre. Et je vous avoue une chose, c'est que l'appréhension, elle est des deux côtés. Elle est bien sûr du côté de l'entreprise qui se dit « Ouh là là, avoir un collègue qui souffre de bipolarité, j'ai pas très envie. » Et puis en fait, en discutant avec Olivier au Clubhouse, ils se disent mais Olivier, il est très bien, je le vois tout à fait dans mon équipe. Et inversement, un membre qui, souvent, sa dernière expérience professionnelle a été douloureuse, et le fait de parler avec des professionnels, ça permet aussi de démystifier, de donner envie peut-être de retourner à l'emploi.
Voilà un petit peu. Je terminerai en disant qu'on essaye aussi de faire quelque chose qui s'appelle l'emploi accompagné. Donc Bernard Pachot en a bien parlé. C'est vraiment quelque chose qui, c'est pas la solution à tout, mais c'est un dispositif, comme il nous l'a montré, et il le connaît bien, qui est efficace, qui est certainement une aide très importante pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques et de bipolarité. Et voilà, donc on essaie de mettre ça en place. C'est-à-dire qu'en fait, on aide à la fois la personne et on aide aussi, on accompagne l'entreprise pour avant la prise de poste, pour la prise de poste et pour le maintien dans l'emploi. Et bien souvent, le fait d'avoir une tierce personne, un médiateur, ça permet de désamorcer des problèmes, de mieux se comprendre, de communiquer. Voilà, c'est quelque chose qui est très important et ça peut vraiment être aidé et aider le collectif de travail. Ça permet aussi d'aider la personne à donner des clés. Je vous donne un exemple, il y a un membre qui reprenait un poste à un moment. Eh bien, c'est un membre qui, 20 fois dans la journée, va demander ça va là, ce que j'ai fait, ça va, j'ai bien fait. Voilà. Donc, si on ne connaît pas cette attitude, on va penser que la personne n'est pas compétente. Alors que si jamais il explique à son collectif de travail, ben voilà comment je fonctionne, dans la journée je peux faire ça, voilà tel et tel comportement, ce n'est plus un problème. Voilà. Juste pour vous dire une dernière chose, c'est que les membres du Clubhouse sont membres à vie, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent revenir à tout moment au Clubhouse. Donc, c'est eux qui voient quand ils ont besoin ou pas qu'on les aide, mais on reste toujours en lien. Et les membres, en fait, l'idée, c'est que les membres créent leur propre réseau entre eux, un réseau d'entraide. Je vous remercie, puis je vais passer la parole à Olivier qui vous illustrer ça beaucoup mieux que moi. Merci Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste faire une petite remarque de grammaire pour commencer. Je voulais juste vous dire que je n'étais pas bipolaire, mais que j'avais un trouble bipolaire. Je voulais vous dire aussi que je suis marié, je suis papa de 2 enfants de 15 et 13 ans, que j'ai un diplôme de l'ESSEC, de la promotion 1994, et que j'ai été diagnostiqué le 31 juillet 2005 d'un trouble bipolaire dit de catégorie 1, c'est-à-dire, vous savez, ceux qui sont bien gratinés avec l'arrestation par la police la plupart du temps. Donc voilà, sauf que contrairement à certains de mes amis, je ne me souviens pas de sensation de menottes, puisque j'avais en fait été arrêté dans ma ville à Neuilly, un petit peu comme un imbécile heureux qui passait de maison en maison à sonner aux portes parce que je cherchais quelqu'un. Et bon, finalement, il y a une brigade qui m'a interpellé, qui m'a amené à l'hôpital. Et le diagnostic est tombé tout de suite, certes comme un coup près, mais au moins avec l'avantage qu'il est tombé tout de suite. Et contrairement à des personnes qui ont subi des errements pendant des années avant de connaître mettre le bon mot sur leur pathologie. Donc, moi, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été diagnostiqué après avoir fait mes études. J'ai été diagnostiqué après avoir travaillé 10 ans dans une grande entreprise du CAC 40, dont je tairai le nom à moins de gaffer un petit peu plus tard dans mon exposé. Et surtout, j'ai eu le temps de fonder une famille, ce qui a bien sûr beaucoup ébranlé l'édifice au moment du diagnostic, mais qui a aussi énormément contribué à la stabilisation de ce trouble plus tard. Donc, moi, j'ai passé quasiment après donc avoir été licencié en réalité de cette entreprise parce que j'avais été en amont, enfin j'avais cherché à réintégrer l'entreprise en court-circuitant et en passant par le médecin du travail, me disant en présentant un petit papier du médecin du travail, en disant vous voyez, je peux continuer à travailler pour vous. Je pensais que ça suffirait. Mais en réalité, j'ai été licencié pour insuffisance professionnelle. Derrière ça, j'ai passé à peu près 2 ans, c'est-à-dire en gros le temps de mes droits Pôle emploi, avant de retrouver un nouveau job. Je passais pourtant beaucoup d'entretiens, j'avais un beau CV, j'avais le diplôme de l'ESSEC, j'avais 10 ans quasiment dans la boîte du même groupe, j'avais 2 ans d'expérience à Londres et malgré ça, ça passait pas.
parce que dans mes prestations en entretien d'embauche, il y avait une part d'affect, et cette part d'affect, j'arrivais pas à m'en libérer, et je pense que les professionnels que sont les recruteurs avaient aucun souci pour le recruter, pour le repérer, et donc ça marchait pas. J'avais beau trouver des subterfuges, ça ne marchait pas. Et donc, il a fallu que je tombe sur une boîte étrangère avec qui les entretiens se sont déroulés en anglais pour qu'on puisse me prendre, parce qu'en anglais, l'avantage, c'est que l'affect ne se sentait pas. Et donc, j'ai été recruté dans une entreprise irlandaise qui faisait le même métier que la précédente, mais la période d'essai de 6 mois n'a pas été reconduite au motif qu'il fallait passer trop de temps à homologuer nos produits pour vendre en France, et que j'aurais été payé dans ce cas à rien faire trop longtemps. Donc, suite à cette expérience, je me suis dit, apparemment, je suis meilleur aux études qu'au travail. Donc, j'ai choisi de reprendre mes études et j'ai fait un master spécialisé à Supélec, dont je suis diplômé en 2010. Et suite à ce master spécialisé, un petit stage chez EDF. Au passage, je vous dis que faire un stage quand on a 40 ans, c'est pas évident de trouver des gens qui vous prennent au sérieux. Mais bon, donc après ça, j'ai terminé, pareil, un peu en fin de droit, à trouver une entreprise de logiciels informatiques dont les clients étaient soit des clients, soit des concurrents de ma boîte dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Donc, quelque part, je me suis complètement évertué et surtout, j'étais obsédé par un parcours avec une logique par rapport à ce qui précédait. Et quelque part, je faisais fi des remarques que ma famille, notamment un frère, me faisait, me disant « Mais Olivier, tu n'as rien à faire dans l'industrie. Tu es hyper créatif, tu es hyper imaginatif, tu n'as rien à faire dans ces métiers-là, et notamment dans un métier commercial où tu es trop sensible pour que ça passe. » Bon. Alors, où j'en suis suite à ça, donc je suis rentré dans cette entreprise de logiciels informatiques dont j'étais licencié économique 16 mois après. Donc, c'est une date qui coïncide avec le décès de mon père. Donc, c'est mars 2012. Je me suis peut-être laissé un peu aller pendant un an parce que de nouveau, j'avais évidemment un peu les acédiques qui m'aidaient derrière, mais j'ai fait une rechute maniaque en mars 2013, c'est-à-dire à l'anniversaire du décès de mon père, mais c'était une phase qui était liée à la non-observance de mon traitement et en même temps au déménagement, un déménagement de maison quand on a changé de maison. Donc c'est assez déstabilisant aussi. Et donc à partir j'ai passé ensuite à peu près 6 mois en dépression, en tout cas une logique dépression après la rechute maniaque, à l'issue de laquelle, au bout de 6-9 mois, allongé sur mon lit à regarder le plafond, à n'avoir rien à raconter à mes proches, en fin de journée, mon psychiatre, qui est un psychiatre de l'époque, qui est un grand spécialiste du trouble, dont vous trouverez sans doute des noms, son nom dans les revues qui sont vendues à l'accueil, m'a parlé du Clubhouse. Et donc, j'ai intégré le Clubhouse il y a 3 ans maintenant, en mars 2014. Et 1 mois après, j'ai fait une rechute maniaque. Parce que je passais d'une situation où en fait, je ne voyais personne de la journée à part mon plafond, à une situation où j'ai rencontré des gens tous aussi attachants les uns que les autres, qui me racontaient leurs histoires, et à chaque fois, j'essayais de leur trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, en fait, j'ai été très, d'un seul coup, baigné dans une atmosphère qui a fait que c'était trop, et donc j'ai fait une petite manie, on va dire, une petite hypomanie, parce que j'ai la chance aussi que mes épisodes maniaques aigus se transforment au fur et à mesure en manie. Et donc voilà, j'ai été de nouveau peut-être hospitalisé un petit peu, 15 jours, peut-être pas plus. Et ensuite, j'ai plus bénéficié du Clubhouse en matière d'aide
à la reconstruction du projet professionnel en participant à un certain nombre d'ateliers. Donc on en parlait avec vous, des ateliers de CV, de lettres de motivation, des entretiens vidéo, des choses comme ça. Puis des échanges de projets également avec des entreprises partenaires au Clubhouse qui sont aussi des personnes qui peuvent valider les projets professionnels des membres dans le cadre de rencontres qui sont organisées avec leurs membres référents et le partenaire au niveau de l'entreprise. Et donc, au fur et à mesure, mon membre référent, donc, qui s'appelle Raphaël, m'envoyait des petits messages comme ça, un peu subliminaux, en disant, tu sais, il y a des entreprises qui font de la formation en faisant du théâtre. Et donc là, tout de suite, par rapport à mon tempérament, par rapport à ce que je faisais étant petit, par rapport à tout un tas de souvenirs, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas, c'est pas idiot. Et je suis resté un petit peu sur cette lignée et je suis parti d'un exemple d'un membre qui est parti travailler dans une entreprise adaptée et dont j'ai eu le retour un jour et je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est la solution. Il a l'air de s'éclater dans cette boîte. Et à partir de ce moment-là, je suis allé voir l'annuaire national des entreprises adaptées. J'ai commencé à lire ça, les filières. Je me suis dit, oulala, blanchisserie, récupération des déchets. J'ai commencé à me dire, mais bon, tout ça est bien utile, mais comment dire, je ne me vois pas du tout là-dedans. Et finalement, j'ai trouvé une super boîte dans le domaine de la communication qui s'appelle Séquence Clé Production, donc qui est une entreprise de production de films. À l'issue d'une rencontre à la mairie du 19e, Jean-Philippe, ici présent, avait fait un petit appel du pied au gérant de Séquence Clé Production en disant dis donc, il y a un membre qui aimerait bien te rencontrer, est-ce que ça pourrait pas se faire? Donc c'est ça aussi le Clubhouse, c'est aussi du réseau. Voilà, écoutez, donc je travaille maintenant, j'ai travaillé à peu près 6 mois en CDD, je travaille à mi-temps et j'ai été depuis janvier confirmé en CDI, voilà, dans cette entreprise où je m'occupe de faire du commerce, c'est-à-dire ce que je faisais avant, mais où je m'occupe surtout de faire des propositions créatives aux clients qui nous envoient des briefs. Donc, je m'occupe beaucoup de ça, des scénarios, donc finalement de faire ce que je faisais quand j'étais petit. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai vraiment... Alors, une des citations de cette entreprise, c'est une citation de Cocteau qu'on aime bien reprendre chez nous, c'est que la sagesse, alors attendez, c'est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. Voilà. Merci. Merci Lionel. Oui, je vous invite à y aller. Donc on accueille Diane Flore de Pachter qui aurait pu commencer cette séance de travail puisqu'il ne s'agit pas de réinsertion, mais il s'agit de maintien dans l'emploi. Et elle va nous parler de déclic. La parole, voilà. Bonjour, enchantée. Je suis désolée, j'arrive au dernier moment, vous devez en avoir marre. Mais allez, je vais essayer de le faire en 10 minutes. Normalement, j'avais 15 ans. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Diane Fleur de Pachter. Je dirige le cabinet DFD Consulting que j'ai créé il y a 10 ans. Et donc, ça fait 10 ans qu'on accompagne les entreprises sur la question du handicap. Alors, quand je dis entreprise, c'est entreprise et administration. Ça fait 14 ans d'accompagnement que je fais auprès des entreprises, des administrations, parce que j'ai eu aussi une vie avant la création de DFD. Et ça fait 5 ans que j'accompagne la question de la santé mentale. Et cette question de la santé mentale, je l'accompagne bel et bien dans l'entreprise. Et je peux vous dire que c'est une question qui préoccupe, sachant que ce champ est très large parce que aujourd'hui on a des professionnels qui sont intéressés par la question du handicap psychique en entreprise, mais aussi plus globalement sur la question de la souffrance psychique, etc., etc. Au niveau du handicap psychique et de la santé mentale, on a un gros travail de sensibilisation, de formation, d'accompagnement individuel et collectif, mais aussi de coaching.
Pourquoi de sensibilisation et de formation? Vous me direz, auprès des entreprises et des administrations, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai que quand on parle d'emploi, aujourd'hui, on ne peut pas intégrer ou maintenir en emploi des collaborateurs ayant des troubles psychiques sans avoir sensibilisé le collectif et sans avoir sensibilisé aussi les managers, voire les RH. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette notion de trouble psychique fait peur, et donc il faut absolument qu'on travaille absolument sur ce sujet, sachant qu'il y a un autre point, c'est qu'aujourd'hui, quand on aborde des dirigeants, la première réaction, quand on arrive avec ce mot, trouble psychique, la réaction c'est « Diane, il n'y en a pas chez nous. Voyons, ils sont tous productifs. » Alors je leur dis « Certes, c'est vrai, vos salariés sont tous productifs. » Alors je prends souvent un trouble psychique que globalement nos dirigeants connaissent, c'est l'addiction. Alors ça, qui ne connaît pas un alcoolique dans l'entreprise? Alors si, alors tout d'un coup, hop, il y a une petite lumière qui s'allume. Et là, on peut commencer avec eux la discussion sur le trouble psychique. Alors forcément, le bipolaire, ça, ils connaissent bien parce que vous avez des super magazines qui ont fait des gros titres sur la bipolarité. Donc ça fait partie des troubles aujourd'hui dont on parle beaucoup dans l'entreprise, mais peut-être beaucoup trop. C'est-à-dire tous les collaborateurs qui s'arrêtent 3 jours et qui vous disent « Oh là là, j'étais de bonne humeur hier, ce matin je me suis réveillée de mauvaise humeur. Ne suis-je donc pas bipolaire, Diane ?» Non, vous êtes un être humain. Et comme vous n'êtes pas mort, vous avez une humeur qui n'est pas stable. Voilà, donc on a tout le droit de se réveiller de bonne ou de mauvaise humeur. Donc on a tout un travail à faire sur la question du trouble psychique pour un peu creuser sur c'est quoi la réalité du trouble. Et puis, il y a cette fameuse méthode, la méthode déclic qu'on a mis en place, où en fait, dans les grandes entreprises et les grandes administrations, vous avez des missions handicap. Ces missions handicap aident à l'intégration des personnes en situation de handicap. Depuis plus de 10 ans, ils avancent assez facilement sur tous les types de handicap, mais c'est vrai que depuis quelques années, les entreprises se posent des questions sur le trouble psychique. D'autre part, souvent, on a beaucoup de collaborateurs qui, quand ils ont des troubles psychiques, je rappelle juste le chiffre de l'OMS, c'est 1 sur 4, donc il y en a déjà des présents dans l'entreprise, souvent ils n'ont pas de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pourquoi? Parce que les stéréotypes sont tellement importants qu'ils ne font qu'une seule chose, c'est qu'ils se cachent pour pas qu'on se rende compte qu'ils ont un trouble psy. Par contre, parfois, nous sommes appelés pour des collaborateurs qui ont une reconnaissance, mais pour un autre type de handicap. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire il est plus facile de faire une RQTH parce qu'on a un membre en moins que de dire à son chargé de mission handicap qu'en fait, certes, on a une RQTH parce qu'on a un membre en moins, mais c'est aussi parce qu'on a un trouble psychique. Et donc, on a été amené à être contacté par des entreprises en disant écoutez, je ne comprends pas, problème de comportement. À aucun moment, le mot de trouble psychique nous était cité. Et donc, aujourd'hui, quand on intervient auprès de collaborateurs, d'abord, on fait avec eux un bilan de situation. Bilan de situation très global sur, on peut parler de leur santé, on peut parler de leur emploi, on peut parler de la manière dont ils mènent leur vie. Globalement, on a la chance que les gens se confient à nous et que s'ils rencontrent un problème de santé mentale, ils nous en parlent. Et c'est là où, en fait, on va mettre en place du coaching. Alors là, vous allez me dire, encore un grand mot, le coaching, mais c'est un mot qui est important parce que quand on accompagne les collaborateurs, et ce mot, je le tiens, on accompagne un collaborateur. Certes, peut-être que le RH m'a contacté ou que le salarié m'a dit qu'il avait un trouble psychique ou qu'il était bipolaire, mais moi, je n'accompagne pas un bipolaire. Et déjà, cette terminologie me dérange un peu parce qu'avant tout, c'est une personne. Mais sauf que moi, quand j'interviens pas non plus dans l'accompagnement de la personne bipolaire, mais j'interviens dans l'accompagnement d'un salarié qui a une situation particulière, qui est la bipolarité. Mais ça, c'est un point important, c'est qu'avant tout, quand ils sont en accompagnement avec nous ou avec nos autres coachs, ils sont avant tout dans leur costume de salarié. Tout cet accompagnement est mis en place, il y a un accord qui est passé avec le collaborateur, c'est qu'il poursuit son accompagnement. C'est-à-dire que majoritairement, on a avec nous des gens qui ont un suivi soit par un psychologue, soit par un psychiatre à l'extérieur. Et donc, nous sommes amenés à les accompagner. Et notre accompagnement est une méthodologie jungienne, alors je ne sais pas si certains connaissent, mais qui se base sur le MBTI et plus particulièrement sur son petit frère qui est le CCTI, qui est la version française. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet accompagnement qui est une approche jungienne sur un profil de personnalité, on se rend compte que la personne, grâce à ce coaching, se rend compte qu'elle a des ressources très importantes et que clairement, elle peut avancer avec l'étiquette de salarié et elle peut aussi, lors de ce coaching, mettre de côté son étiquette de patient, qu'elle n'est pas du tout avec nous.
Alors pourquoi une méthode globale? Parce que oui, il est bien d'accompagner les collaborateurs, mais si on accompagne les collaborateurs sans accompagner toutes les personnes qui les entourent, c'est un peu faire du pansement. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble. Ça veut dire être amené à accompagner, je vous disais tout à l'heure, par rapport à des sensibilisations, d'accompagner le collectif de travail. Ça peut être aussi accompagner le manager, parce que souvent, quand on est contacté, alors il est plus facile de nous contacter en nous disant « oui, on a un collaborateur qui a un trouble bipolaire, il faudrait qu'il soit coaché ». Souvent, la problématique vient majoritairement d'un problème managérial. Donc souvent, ce n'est pas le collaborateur qui a besoin d'être coaché, mais c'est le manager. Sauf que forcément, quand on est amené à manager une personne avec quelques difficultés, quand on n'est pas un très bon manager, ça se voit encore plus. Donc voilà, dont parfois la possibilité de mettre en place des médiations. Au niveau des sensibilisations, l'objectif a été de mettre des choses très ludiques, mais qui font parler les gens. Donc on a créé avec le Psycom l'arbre aux idées reçues, donc sur lesquelles sont rattachées des idées reçues, des préjugés sur le handicap. En dessous de cet arbre, il y a toujours une consultante. Donc forcément, quand les salariés viennent se promener sous cet arbre, eh ben, ils rentrent en communication avec nous. Et je peux vous dire que c'est assez étonnant à quel point les gens se livrent. Alors, ils ne se livrent pas forcément sur eux, mais ils se livrent sur ce qu'ils vivent par rapport à des proches qui sont atteints de troubles psychiques. On a créé aussi une exposition qui est... on a choisi les Playmobil parce que, quelle que soit la génération, nous avons tous joué au Playmobil, hein, et c'est des couleurs très joyeuses. Donc souvent, les gens s'approchent parce que l'image les attire. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les réactions des gens quand ils lisent les idées fausses, hein, qui sont assez énormes, où ils nous disent « mais en fait, on a tous ces idées en tête ». Et malgré tout, il faut qu'on apprenne à les déconstruire pour avancer. D'autre part, pour continuer à avancer sur cette question du handicap psychique en entreprise, on a créé un packaging complet de sensibilisation à destination des RH ou des référents handicap, qui est vraiment une formation des acteurs. Alors la notion de formation est un peu forte. Je dirais que c'est vraiment une sensibilisation des acteurs sur la question du trouble psychique, un guide sur lequel ils peuvent s'appuyer et une hotline. Pourquoi une hotline? Alors cette hotline, on prévient toujours les professionnels, c'est pas pour nous appeler en nous disant « mon Dieu, elle est sur le bord de la fenêtre, je fais quoi ?» Mais c'est plutôt qu'aujourd'hui, en tant que RH, on a des RH qui sont confrontés à une souffrance psychique qui est assez importante dans les entreprises, qui peut être de l'ordre d'un trouble ou d'autre chose. Et ils ne sont pas tous formés à accompagner les salariés. Et donc parfois, c'est des moments où ils prennent le temps de nous appeler avant d'aller à la rencontre du collaborateur pour être sûr que les mots qu'ils vont utiliser ne seront pas blessants, qu'ils ne se trompent pas dans l'accompagnement qu'ils vont être amenés à proposer. Donc, que vous dire pour finir? Aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation des entreprises. Alors, une vraie préoccupation de certains acteurs de l'entreprise. Et mon point, c'est de me dire que de toute façon, l'entreprise va devoir s'en préoccuper parce que de toute façon, ne pas s'occuper de ses collaborateurs qui sont la ressource même et la richesse même de l'entreprise, c'est être perdant financièrement. Merci. Merci beaucoup Diane Flore.